Euh, Bienvenue aujourd'hui. On a la chance de recevoir Anna Chenet. Anna Chenet, en fait, est professeure au département de psychologie Université Lyon 2. Ses travaux portent sur les liens entre mémoire et émotion, notamment dans le vieillissement. Ça s'applique aussi à d'autres populations et elle travaille aussi sur des aspects plus interventionnels dans le vieillissement pour tout ce qui va être stratégie, en fait, pour promouvoir un bien vieillir. Sans plus attendre, merci Anna d'être venue aujourd'hui au centre de recherche. Merci beaucoup pour... vous m'entendez? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter quelque chose que dans ce format-là, jamais présenté avant. Donc, on m'a dit 40 minutes, je crois. Je suis pas sûre que c'est 40 minutes. Si je dépasse 40 minutes, ben, je vais voilà, interrompre et je présenterai peut-être pas tout. Merci encore une fois, Benjamin, pour m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir de faire cette courte étape sur mon trajet vers l'Université d'Ottawa. J'espère de pouvoir réussir à prendre correctement mon train. Je vais vous présenter un ensemble de travaux que j'ai réalisés essentiellement avec mes doctorants et une collègue qui est dans mon équipe, qui s'appelle Mémoire, émotion, attention. Cette équipe-là fait partie du laboratoire d'études des mécanismes cognitifs et effectivement, je suis à l'Université Lyon 2, donc forcément à Lyon. Les travaux que je présente aujourd'hui, ce sont des travaux sur des effets des émotions, sur la mémoire épisodique et la mémoire de travail. Et je vais faire une courte introduction pour un peu situer globalement ce cadre de travaux. Donc, je ne sais pas comment vous êtes familier avec cette littérature-là, qui est extrêmement abondante et qui est partiellement convergente sur les observations de type que les effets les émotions ont des effets sur la mémoire et ces effets se manifestent d'une part par des meilleures performances mnésiques pour des stimuli qui sont des stimuli négatifs. Et ça, on va appeler ça effet de négativité. Et cet effet de négativité est essentiellement observé chez les personnes jeunes. De l'autre côté, on a un autre effet qui est un effet de positivité. Cet effet de positivité, lui, donc forcément, se manifeste par des meilleures performances pour les stimuli qui sont positifs, comparativement au négatif et neutre. Et cet effet-là est plutôt observé chez les personnes âgées. Donc, des gens discutent autour de véracité, d'existence de ces deux effets. Quelquefois, les gens sont sceptiques, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de travaux scientifiques qui vont dans le sens de plutôt confirmer ces hypothèses. Si on regarde comment on pourrait expliquer l'existence de ces deux effets, le premier, l'effet de négativité, il a plusieurs explications qu'on va diviser en deux parties. La première partie, c'est en ce qui concerne la durabilité, le maintien dans le temps de souvenirs. Et dans ce cadre-là, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs mécanismes qui pourraient intervenir. Donc, qui sont liés soit au stimulus lorsque vous allez le rencontrer. Dans ce cas-là, par exemple, ce qu'on dit que le stimulus émotionnel va attirer prioritairement votre attention et par ce fait-là, il va être mieux exploré et donc ça va avoir des conséquences sur la mémoire. De l'autre côté, je ne veux pas tout expliquer, mais si on reste encore sur le stimulus lui-même, on peut, par exemple, dans le cas d'un stimulus négatif, le élaborer davantage. Et donc, vous savez que pour la mémoire, une élaboration approfondie
d'un stimulus quelconque, ça a des conséquences positives sur la mémoire. D'autres théories vont aller chercher les explications sur le processus de consolidation. Donc, on aurait, par exemple, des connexions entre l'amygdale et l'hippocampe et d'autres structures mnésiques. Ces effets qui se produiraient après la présentation du stimulus, et donc ça peut être déjà pendant la journée, mais surtout durant la nuit, et ça peut continuer à plusieurs jours, voire semaines après la présentation du stimulus. Et puis sinon, il y a aussi des travaux qui sont sur la phase qui est la phase, mon diaporama, il s'est étendu, donc je suis un peu perdue sur l'écran, sur la phase de récupération et sur la capacité d'accéder à des stimuli lorsqu'on souhaite les récupérer. Ici, on peut aussi avoir tout un tas de mécanismes qui seraient un peu à prioriser, aller chercher l'information de manière plus efficace, focaliser la recherche sur les stimuli qui sont négatifs. Et donc, c'est là aussi qu'on aurait ces améliorations de la performance mnésique. Pas sur l'encodage, pas sur la consolidation, mais sur la récupération. Donc, on va, j'ai mis ça si éventuellement quelqu'un souhaite avoir les diapos après, des illustrations en fait expérimentales de ces effets-là. Je ne vais pas les expliquer ici. Ce que je vous demande de retenir, c'est ce fait qu'il y a donc différentes phases pendant lesquelles les émotions négatives pourraient augmenter la performance mnésique, soit durant l'encodage, soit durant la consolidation, soit durant la récupération. Maintenant, sur les effets de positivité, alors on pourrait dire c'est exactement la même chose, sauf que pas tout à fait, même si les théories que je vais présenter, une théorie en particulier, la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle, ne s'oppose pas que durant ces différentes phases, on va avoir peut-être quelque chose qui se joue au niveau des stimuli positifs, mais c'est plus par rapport à l'individu lui-même et son vécu et la manière dont il va traiter ces stimuli positifs. Et donc, c'est des effets qui sont attribués plutôt au vieillissement parce que la théorie considère qu'il va y avoir un changement dans la perspective du temps. Donc, le futur pour les personnes âgées est plus court. De ce fait, il va y avoir un changement dans des objectifs de vie. Ces objectifs vont se focaliser essentiellement sur le bien-être et sur l'interaction avec l'environnement, les interactions sociales. Chez les personnes âgées, on sait par ailleurs qu'il y a quand même au fur et à mesure de notre vie une amélioration de contrôle émotionnel. Donc, on a des stratégies de régulation émotionnelle qui sont meilleures. Ça contribuait à ces deux autres éléments. Et puis, apparaîtrait à partir de, je ne sais pas, 50 ans, un peu plus tard, une notion chez des gens qu'ils sont dans un processus de partage de leurs connaissances, de leurs acquis, et vont se tourner vers les gens qui les entourent pour faire ça. Et donc, tout ça fait qu'ils ont une priorisation sur ce qui est positif pour globalement augmenter leur bien-être. Et donc, chez les personnes âgées, on voit les meilleures performances pour les stimuli qui sont des stimuli émotionnels. Alors, ne lisez pas ça. C'est aussi juste pour vous dire que cette littérature est extrêmement complexe et il y a des théories multiples et variées pour essayer
expliquer ces effets des émotions sur la mémoire. Et globalement, ce que je vous demande un peu de retenir, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre ces théories. Ce qu'elles essayent de faire, où elles se différencient, c'est qu'elles expliquent quelquefois des choses différentes. Soit parce qu'elles se focalisent sur les explications qui sont en lien avec qu'est-ce que les émotions font sur l'encodage, soit parce qu'elles se focalisent plus sur la consolidation, soit parce qu'ils se focalisent plus sur la récupération. Néanmoins, l'élément qui revient constamment dans ces théories-là, c'est les processus attentionnels. En gros, très souvent, on va revenir sur le fait que, quelque part, l'émotion va attirer l'attention et de ce fait, après, il y aura une modification dans les mécanismes qui suivent, soit dans les mécanismes de l'encodage, soit peut se répercuter sur la consolidation, ainsi de suite. Et ces théories sont autour de la consolidation, de l'encodage, de la récupération. Ce sont souvent des théories qui focalisent aussi sur un aspect particulier des émotions qui est l'éveil physiologique. Dans les émotions, on va avoir deux dimensions. Une dimension qui est physiologique, qu'est-ce que ça produit sur notre organisme, et l'autre dimension qui est une dimension plus subjective, évaluative, est-ce que c'est agréable, désagréable pour moi. Là, je ne suis pas bien sûr dans les théories des émotions discrètes, comme par exemple la tristesse, la douleur, la colère, etc. Je suis plus dans une théorie qui est bidimensionnelle des émotions. Et par ailleurs, il y a tout un tas de théories qui vont essayer d'incorporer d'autres facteurs, d'autres éléments dans ces explications des effets des émotions sur la mémoire. Et très souvent, ces théories-là vont essayer de comprendre en même temps les mécanismes neuronaux. Donc, il y a beaucoup d'études en neuroimagerie dans ce cadre-là. Et là, je finis le cadre global de mes intérêts d'études et je vais passer sur ma présentation à proprement parler. Cette présentation-là, elle est divisée en trois parties. J'espère pouvoir présenter les trois. La première, c'est effet des émotions sur la mémoire épisodique chez l'enfant. L'autre partie, c'est effet des émotions sur la mémoire de travail, cette fois-ci uniquement chez l'adulte. Et la troisième partie, c'est des effets des émotions sur la mémoire épisodique chez l'adulte jeune et âgé, avec un focus particulier sur les stratégies mnésiques. Donc, je vais commencer par l'enfant. Donc, ces travaux ont été réalisés essentiellement par ma doctorante Sarah Massol, qui a travaillé pendant quand même assez longtemps avec moi, parce qu'avant de faire sa thèse, elle a fait aussi son master sous ma direction, donc pour la partie recherche. Chez l'enfant, qu'est-ce qu'on peut dire des effets des émotions sur la mémoire? On peut dire qu'on ne sait pas grand-chose, dans le sens que quand on fait les revues de la littérature, on voit des études qui publient des choses assez contradictoires. Ces contradictions peuvent provenir de plusieurs choses. La première que je mentionne pas sur cette diapositive, c'est l'âge, parce que il y a des études qui s'intéressent à des enfants qui ont l'âge, disons, 7-8 ans, et ensuite on va comparer ça avec des enfants qui ont 14 ans, 15 ans, qui sont déjà des ados, et on voit très très bien que peut-être c'est différent parce qu'il y a le développement qui passe par là, et donc c'est normal qu'il y a ça. L'autre chose, c'est que, comme partout ailleurs, ça va être la méthodologie, c'est-à-dire
On voit ça aussi chez l'adulte jeune, en fonction des stimuli avec lesquels on va tester nos participants, on va voir ou pas les effets des émotions, ou on va les voir tantôt sur les stimuli négatifs, tantôt sur les stimuli positifs, ou sur rien du tout. Et donc, on se demande est-ce que ça existe vraiment ou pas. Et ça concerne les études en laboratoire qui s'intéressent au souvenir d'un item particulier, donc d'un stimulus bien spécifique. Et il y a aussi une autre partie où on ne sait pas grand-chose, voire rien du tout chez l'enfant, c'est la capacité d'associer les différentes choses, donc la mémoire associative, lorsque certains éléments sont émotionnels et d'autres ne le sont pas, ou plusieurs éléments sont émotionnels, il faut construire un épisode spécifique de tout ça. Donc, pour le travail de sa thèse, Sarah a proposé de simplement essayer un peu de broussailler ce terrain et de voir ce qu'on peut faire. Et notre objectif principal, c'était très simple, de tester le plus d'enfants avec plus de tâches possibles, avec plus de stimuli variés possibles pour voir si on a une consistance dans nos résultats. Est-ce que si on teste les enfants avec les images versus avec les mots, est-ce que c'est les mêmes effets qu'on observe? Si on les teste avec les tâches de reconnaissance versus les tâches de rappel, c'est les mêmes effets. Est-ce que c'est les mêmes effets pour la mémoire d'item et la mémoire associative? Donc, c'était une étude un peu exploratoire pour voir ce qui se passe. Dans notre protocole, donc, on a utilisé deux types de stimuli, les images et les mots. On a utilisé donc deux tâches différentes, la tâche de reconnaissance et la tâche de rappel pour tester la mémoire d'item et la mémoire associative. Et puis, on a aussi essayer de voir si on obtient les résultats donc identiques dans tout ça. L'hypothèse qu'on a faite, c'est une hypothèse très simple, qu'on allait observer des effets des émotions sur la mémoire de l'item. Et on a fait une hypothèse qu'on allait observer des effets des émotions sur la mémoire associative, donc la mémoire du contexte, sans se préoccuper si c'est plus un effet de négativité ou si c'est un effet de positivité. Je veux vous dire que quelque part, dans le fond de notre tête, on pensait plutôt observer des effets de positivité en lien avec cette théorie socio-émotionnelle, parce qu'on s'est dit que chez l'enfant, pour d'autres raisons, mais on a une perspective de temps qui est courte. Et donc, ça nous a amené à faire cette hypothèse-là. Je vous dis tout de suite, je sais pas du tout ça. Donc, on a fait plusieurs expérimentations. Je vais présenter l'expérience 1. Dans la première expérience, on avait 32 enfants et 32 adultes. On a fait une fourchette d'âge qui était assez étroite, entre 9 et 11 ans. Et on a équilibré le nombre d'enfants, filles, garçons. On a utilisé des stimuli très simples, des stimuli qui étaient imagiers, donc 60 images qui provenaient des bases de données qu'on a équilibrées pour tous les facteurs que vous pouvez imaginer qui auraient pu influencer la performance mnésique. 20 positifs, 20 négatifs, 20 neutres. Et puis, on a utilisé les mots qu'on a contrôlés aussi sur les facteurs de fréquence, d'imaginabilité, ainsi de suite, concrétude, etc. Et tout ça, on a présenté à nos enfants de la manière suivante.
Pour les images, dans la tâche d'encodage, comme on voulait tester à la fois la mémoire d'item et la mémoire de contexte, donc associatif, on a présenté les images dans le cadre soit de la fenêtre, soit d'un tableau. Et ce qu'on demandait à nos enfants de faire, c'est pour chaque image présentée de faire une décision. Est-ce que c'est humain ou pas ce qu'on voit sur l'image, ou est-ce qu'il y a ou pas les humains sur l'image? Et les enfants répondaient oui, non, c'est tout. Les enfants savaient qu'après, on allait tester leur mémoire. Donc, c'était une tâche de mémorisation volontaire. Donc, on présentait les images de cette manière-là, et les mots, on présentait bien sûr séparément, hein, c'est des blocs séparés. Et les mots, on présentait en les écrivant sur l'écran, mais aussi en les donnant oralement. Et les mots étaient soit dits par la voix d'homme, par la voix de femme, et ça, c'était notre contexte. Et on demandait aux enfants simplement de nous dire est-ce que le mot c'était quelque chose de concret ou pas. Évidemment, on a tout expliqué aux enfants, qu'est-ce que ça veut dire concret. Et pour la phase de récupération, donc pour les images, ce qu'on faisait, ce qu'on demandait, c'est une tâche de reconnaissance. On demandait aux enfants de nous dire est-ce que oui ou non ils ont vu précédemment l'image. Et si les enfants répondaient qu'ils avaient vu cette image, on leur demandait si elle était présentée dans le cadre d'une fenêtre ou dans le cadre d'un tableau. Et à la fin, quand toutes les images ont été vues, on a demandé aux enfants, après une pause de 5 minutes et une tâche interférente, de faire une tâche de rappel et donc de nous dire toutes les images dont ils se souvenaient. Pour les mots, là, on a pareil écrit les mots au centre de l'écran. On a demandé si l'enfant a vu ou pas. Et ensuite, on demandait si ces mots-là étaient présentés avec une voix d'homme ou une voix de femme. Une fois qu'ils ont fait ça, on a demandé le rappel à la fin, donc libre. Et qu'est-ce que nous avons obtenu? Comme résultat, donc ici, pour la mémoire d'item, nous avons obtenu chez les enfants, les résultats sont présentés en pourcentage. On a obtenu un effet des émotions, effet des négativités uniquement. Les enfants se rappelaient mieux des images négatives que neutres et positives. Chez l'adulte, les performances évidemment étaient meilleures et les adultes avaient un effet global des émotions, hein, c'est-à-dire les deux types négatifs et positifs étaient mieux rappelés. En ce qui concerne le rappel de contexte, on n'a pas du tout eu des effets des émotions. Donc, peu importe quelle image était présentée, négative, positive et neutre, ça ne favorisait absolument pas la récupération en fait de contexte tableau fenêtre. Et donc la tâche de reconnaissance, je vais dire d'abord, on n'a pas eu d'effet. Après, on a regardé, il y avait un effet tendanciel, on a essayé de voir ce que ça donnait et on a vu qu'il y avait une quand même meilleure reconnaissance tendancielle pour les images négatives que neutres. Et aussi pour les positifs, mais ça, c'était uniquement tendanciel. Donc, globalement, on a un effet des émotions sur l'item, mais on n'a pas l'effet de émotion sur le contexte. Pour les images. Pour les mots, ici, on a un effet identique chez l'adulte et l'enfant, et on a un effet qui est deux types émotionnels sont mieux récupérés que neutres, avec un gradient. Les mots négatifs sont encore mieux récupérés que les mots positifs, et c'est la même chose chez l'adulte. Et cette fois-ci, on a aussi un effet sur le contexte. Et le contexte, là pareil, les deux
types de mots, négatifs et positifs, augmenter la récupération de genre de la voix. Est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est les mêmes effets chez les adultes et chez les enfants. Par contre, là encore, pas d'effet sur la tâche de reconnaissance. Donc, on va résumer ça. Chez l'enfant, dans cette étude-là, ce qu'on observe, c'est des effets de négativité pour les images. Chez l'adulte jeune, c'est un effet général des émotions, pas d'effet sur le contexte des émotions, la récupération du contexte, et quelque chose de tendanciel sur la tâche de reconnaissance. Pour les mots, donc des effets des émotions générales avec l'effet des négativités quand même présent chez les enfants et les adultes, c'est la même chose. Pas d'effet de contexte, à nouveau, un effet général de contexte ici, et pas d'effet des émotions sur la tâche de reconnaissance. Bon, avant d'interpréter ces résultats, nous, ce qu'on s'est dit, c'est quand même un peu disparate dans nos résultats. Est-ce que le fait qu'il y a la différence entre les images et les mots pour le contexte, ce n'est pas lié à la nature du contexte? Dans un cas, lorsque vous avez un cadre particulier, c'est des informations qui peuvent être ignorées, qui sont périphériques, et donc on peut se focaliser sur l'image et pas du tout traiter ce qui est autour. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt externe au stimulus. Lorsque on vous dit un mot avec une voix particulière, c'est d'emblée considéré comme quelque chose d'unifié. Donc, on s'est dit, on va chercher une condition expérimentale dans laquelle les images et les mots vont pouvoir être présentés dans un contexte similaire. Et c'est ça qu'on a décidé d'étudier dans l'expérience 2. Donc, nos objectifs globalement sont les mêmes que dans l'expérience 1, sauf que cette fois-ci, on va essayer de chercher des conditions expérimentales uniformes pour les mots et les images en ce qui concerne le contexte. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc ces deux types de stimuli. On a toujours la tâche de rappel et la tâche de reconnaissance, sauf que cette fois-ci, dans la tâche de rappel, on va essayer de chercher la localisation spatiale de nos stimuli. Donc, c'est la mémoire associative parce qu'on doit associer un stimulus, mais cette fois-ci avec sa localisation. Et ça nous permettait de mettre les images et les mots dans un même contexte spatial. Et on a fait les mêmes prédictions cette fois-ci quand on allait observer les effets des émotions sur l'item et sur le contexte. Et ça serait des effets similaires entre adultes et enfants. Donc, nous avons, ce sont des enfants différents. Nous avons pris pareil, 36 enfants et 36 adultes. Cette fois-ci, les enfants sont un tout petit peu plus jeunes, 8-10 ans. Et nos stimuli, ce sont les mêmes images qu'on a utilisées dans l'étude précédente, les mêmes mots. Et les tâches, c'est la tâche suivante. On présentait je vais présenter là, ici en bas, même si c'est la troisième image. Donc, c'est l'écran de l'ordinateur. Vous avez des cases ici, il y en a 7 cases, et on va de manière aléatoire présenter nos stimuli dans les cases. Et les enfants, ils savent qu'ils doivent à la fois mémoriser ce qui est présenté et aussi la case dans laquelle ça a été présenté. Donc, dans cet exemple ici, vous avez des images, mais pour les mots, c'est la même chose. On remplace juste l'image par mot. Et on a présenté aux enfants des séries des 10 stimuli à mémoriser. Donc, ils ont vu 10 écrans successifs et à chaque fois, un stimulus à une location précise. Et on a eu 12 séries de 10 stimuli. Donc, c'est des tâches qui étaient quand même assez rudes pour les enfants.
Et dans la tâche de récupération, ce qu'on a demandé, c'est qu'on montrait notre stimulus, on demandait à l'enfant uniquement de nous dire s'il se rappelait dans quelle case ce stimulus apparaissait. On ne lui demandait pas s'il se souvenait ou pas de ça, mais c'est juste de dire, est-ce que tu te rappelles à quel endroit ça a été présenté? Et une fois quand toute la série des 10 était présentée, on demandait à l'enfant de faire la tâche de rappel pour qu'il nous rappelle les stimuli qu'il a vus. Et en ce qui concerne les résultats, eh bien là, on a des résultats qui sont pour le rappel de items très similaires à ce que vous avez vu tout à l'heure avec les mots uniquement, puisqu'on a ce gradient qui est observé entre négatif le mieux, positif et après le neutre. Et c'est la même chose chez l'enfant et chez adulte. Et pour la tâche de récupération de contexte, donc de la localisation spatiale, on a les mêmes résultats chez les enfants et adultes avec un effet de positivité. Donc cette fois-ci, c'est la localisation d'un item positif qui était mieux récupéré que la localisation d'un item négatif et d'item neutre. Et quand on regarde ce qui se passe avec les mots, dans cette tâche-là, pareil, on a les mêmes résultats. On a ces gradients entre négatif, mieux, positif et neutre. Pareil chez les enfants et les adultes. Bien sûr, les enfants performent moins bien, c'est normal. Et cette fois-ci, pour la récupération de la localisation, on voit que c'est un effet de négativité qu'on observe. Ça nous a un peu surpris parce qu'on aurait préféré avoir peut-être un effet de positivité. À vrai dire, les explications de ces résultats-là, eh bien, sont pas très évidents. D'abord, je résume pour que vous ayez ça en tête. Donc, on a rappel des images, on a un effet des émotions qui est identique chez les enfants et chez les adultes, et c'est un effet général des émotions avec un effet de négativité. Pour le rappel de la localisation, on a les mêmes résultats chez les adultes et les enfants avec un effet de positivité. Pour les mots, on a un effet général des émotions avec un effet de négativité lorsqu'il s'agit de récupérer l'item. Lorsqu'il s'agit de récupérer le contexte, cette fois-ci, les mêmes résultats dans les deux groupes, mais un effet, un biais de négativité. Bah, quoi dire de tout ça en conclusion? Eh bien, la première chose, c'est que je vais commencer par ce qui ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas d'effet des émotions dans les tâches de reconnaissance. Ça arrive assez fréquemment dans la littérature. Bon, je vais donner une explication dans un instant. Cet effet est présent à la fois, cette absence d'effet est présente à la fois pour les images et les mots, donc ça nous laisse penser que c'est quand même assez robuste cette absence parce qu'on la voit nulle part. Ensuite, en ce qui concerne les tâches de rappel, on a d'items, on a les mêmes effets chez les adultes et chez les enfants, donc avec une présence d'un effet des émotions qui est là. Pour nous, en fait, la problématique est probablement sur les mécanismes mnésiques, c'est-à-dire dans la tâche de rappel, c'est plutôt la récollection. Donc, on doit
efficacement récupérer un souvenir et on sait que c'est là où les émotions vont être les plus importantes. Et dans la tâche de reconnaissance, on peut récupérer le souvenir qui n'est pas forcément épisodique, c'est un souvenir, quelque chose qui est familier. Et donc peut-être les émotions jouent un rôle moins important sur ce mécanisme-là. C'est une des explications. En ce qui concerne la partie qui est la partie sur le contexte, là, on a des résultats qui sont similaires chez l'adulte et chez l'enfant. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, on a une divergence. On observe ces effets qui sont sur le matériel verbal. On l'observe pas sur le matériel imagé. Et on l'observe lorsque on a la récupération plutôt de localisation spatiale et on ne voit pas ça lorsque le contexte est un contexte externe au stimulus lui-même. Donc, ici, il faut creuser. On n'a pas des explications précises pourquoi c'est comme ça, mais voilà, il faut aller creuser un tout petit peu pourquoi cette différence au niveau de type de contexte. Donc, un point d'interrogation, si vous êtes intéressé par ce type d'études, il y a de quoi faire sur ce sujet-là. Maintenant, je vais vous présenter la partie qui est la partie sur la mémoire de travail. Donc, les émotions sont moins étudiées, les effets des émotions sur la mémoire de travail. De manière générale, chez l'adulte jeune, âgé ou enfant, c'est pareil. Avant de parler de tout ça en détail, je vais parler d'un modèle de mémoire de travail pour qu'on voit où on se situe. Nous avons travaillé avec ma collègue Gaëlle Planchet sur un modèle qui s'appelle TBRS. C'est un modèle Time Based Resources Sharing proposé par Barouillet et collaborateurs. Dans ce modèle-là, il y a deux mécanismes qui existent. Un mécanisme, c'est le maintien et l'autre mécanisme, c'est le traitement, donc en anglais, processing. Ces deux mécanismes, en fait, ne peuvent pas être utilisés en même temps puisqu'ils utilisent les mêmes ressources. Donc, si on fait le maintien en mémoire de travail, on ne peut pas ou très peu traiter les informations qui doivent être traitées en même temps. Donc, dans ce modèle-là, on va dire sur cette figure, vous voyez les lettres qui sont écrites ici, T et K, et supposons que la tâche de sujet, c'est de mémoriser les lettres. Et entre le temps de présentation de deux lettres successives, de faire une autre tâche. Donc, lorsque la personne se concentre sur la mémorisation de la lettre, si c'est la deuxième ici, elle ne peut plus faire le traitement parce qu'elle est focalisée sur ça, elle alloue toutes ses ressources à cette tâche-là. Si ensuite elle fait le traitement, elle ne peut pas rafraîchir la trace mnésique de la lettre qu'elle doit mémoriser. Elle ne peut le faire que s'il y a des pauses dans le traitement, comme ici, cette flèche-là. Donc, c'est un modèle qui est assez robuste. Les données sont vraiment très nombreuses pour dire qu'il y a ces sources, ces pools communs de ressources et qu'il faut constamment faire un switching entre traitement et le maintien pour pouvoir bien exécuter une tâche de mémoire de travail. Dans le cadre de nos études sur les effets des émotions sur la mémoire de travail, nous avons donc pris ce modèle et ce que nous avons proposé, c'est de partir de constat général que une information émotionnelle, ça va toujours capturer plus l'attention et donner la priorité dans le traitement de cette information.
De l'autre côté, ce que nous avons dit que si les ressources qui sont engagées dans le traitement des propriétés émotionnelles d'un stimulus sont accaparées par cette tâche-là, elles vont être indisponibles pour l'autre tâche qui est la tâche soit de traitement, soit peut-être de maintien, peu importe qu'est-ce qui est émotionnel, parce qu'on peut avoir l'information à maintenir émotionnelle et on peut aussi avoir l'information à traiter émotionnelle. Donc, une ou l'autre va capturer l'attention et dans ce cas-là, le deuxième traitement ou maintien ne sont pas possibles et ça va baisser les performances de l'individu dans cette autre tâche à exécuter. Donc, objectif pour ces études-là qu'on a eues avec ma collègue, c'est de montrer que le traitement de l'information émotionnelle affecte le maintien en mémoire de travail en perturbant ce processus de rafraîchissement. Donc, dans une première expérience que nous avons fait avec 27 étudiants de l'Université Lyon 2, c'est que on a utilisé 180 images, 90 négatives et 90 neutres. On a fait ces expérimentations uniquement sur les émotions négatives parce que c'est celle-là qui capture l'attention le plus facilement. Donc, c'est là où on espérait d'avoir nos effets plus facilement. Et on a utilisé aussi les consonnes majuscules pour notre tâche qui était la tâche de maintien. Donc, l'étude, j'aimerais juste un petit instant prendre ici. Ce sont des études, parce qu'il y en a 4 que je vais présenter rapidement. Toujours le même schéma, ce sont des tâches qui sont des tâches d'empont complexe. Les tâches d'empont complexe, c'est qu'on présente des informations à maintenir et entre chaque présentation d'informations à maintenir, on va présenter quelque chose que la personne doit faire. Donc, en gros, la personne fait une double tâche, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez ici un bout d'un essai qu'on présentait à nos participants. Un essai se composait de 5 lettres qui étaient à maintenir. Donc, les personnes savaient qu'il fallait maintenir ces lettres, mais il fallait les maintenir dans l'ordre de leur présentation parce que le rappel devait se faire dans l'ordre de présentation. Et entre chaque lettre, on présentait les images, soit 3 images étaient négatives, soit 3 images étaient neutres. Et dans un essai de 5 lettres et donc 15 images, toutes les images étaient négatives ou toutes les images étaient neutres. Et à la fin d'un essai comme ça, la personne devait rappeler les lettres dans l'ordre de présentation et on avait 12 essais avec les images négatives et 12 avec les images neutres. Qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat pour le traitement? Pour le traitement, on voit que dans la tâche que nous avons demandé à nos participants sur les images, je n'ai pas dit ça, c'était de décider si ce qu'ils voyaient entrait dans une boîte à chaussures ou pas. Donc, on voit bien que décider de ça pour les images négatives était beaucoup plus lent que pour les images neutres. Donc, pour nous, le traitement pour les images négatives était déjà plus lent. Et pour la tâche de maintien, alors, assurez-vous, c'est bien significatif. Dans ces tâches-là, les effets sont très petits, les écarts entre les conditions sont vraiment très petits. Mais c'est significatif, c'est bien significatif même. On a un meilleur rappel des consonnes qui étaient présentées avec les images neutres et moins bon rappel des consonnes qui étaient présentées avec les images négatives. Ce que ça veut dire, selon nous,
c'est que la présentation de ces images, en fait, a pris les ressources attentionnelles, ça a laissé très, très peu d'espace pour faire le rafraîchissement des lettres, et donc les performances ont été réduites. Alors, quand on a écrit notre article, on a essayé de publier d'abord notre première manip, on nous a dit, eh ben, finalement, peut-être votre tâche que vous avez faite, c'était une tâche beaucoup trop complexe et plus compliquée pour les images négatives, les choses négatives que les choses neutres. Donc, nous avons fait une deuxième expérience qui est avec les mêmes objectifs, mais cette fois-ci, on essaie de répliquer nos propres résultats. On a donc d'autres participants, mais c'est toujours les personnes jeunes, et on utilise exactement les mêmes stimuli et exactement le même protocole, sauf qu'on a changé la tâche de catégorisation. Et cette fois-ci, on a fait une tâche de catégorisation qui demande très, très peu de ressources attentionnelles. On a fait un gros travail sur nos images. On a sélectionné deux couleurs, rouge et vert, qui étaient présentes soit une soit l'autre sur les images ou n'étaient pas présentes. Et ce qu'on a demandé à nos participants, c'est de détecter si la couleur était là ou pas. C'est tout. Donc, c'est un traitement qui peut être fait vraiment à un très bas niveau sans trop de difficultés. Et cette fois-ci, ce qu'on voit, malheureusement pour nos reviewers, c'est que les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire que même une tâche aussi simple que de dire s'il y a une couleur ou pas, elle est rallongée par le fait que l'image est négative. Et les performances mnésiques, les moments de travail, là aussi, c'est significatif, un peu moins. Sont dans le même sens, c'est-à-dire sont moins bonnes quand les consonnes sont présentées avec les images négatives. Donc, il y a vraiment un effet des émotions sur ces processus de rafraîchissement, selon nous. Donc, en conclusion de cette étude, on va dire que la catégorisation des images lorsque ce sont des images négatives est plus lente. Peu importe quel type de catégorisation on propose. Ce que ça veut dire simplement que l'attention est probablement capturée par ces choses qui sont négatives sur l'image. Et deuxième point, c'est que cet effet-là va produire des effets mnésiques puisque la performance mnésique va être moins bonne pour rappeler en ordre de présentation les stimuli qui sont des stimuli neutres. Et donc, pour nous, c'est vraiment les processus qui sont des processus de rafraîchissement qui sont atteints et c'est en accord avec ces modèles TBRS que je vous ai présentés tout au début. Alors, une fois qu'on a publié cette étude, on s'est dit, bon, peut-être, finalement, est-ce qu'on est sûr que c'est lié à l'émotion? Peut-être il y a autre chose dans ces images qui fait que il y a ces effets. On va tester réellement si c'est dû aux émotions par une tâche qui est une tâche explicite de traitement des émotions. Parce que dans les expériences précédentes, on n'informait pas forcément nos participants de la nature émotionnelle de nos images. Et donc, dans une seconde étude, on va vérifier ça. Est-ce qu'on va avoir toujours ces mêmes effets si le traitement est explicite? Et aussi, on va aller voir si un effet inverse va se produire. Si on doit maintenir les stimuli émotionnels, est-ce que ça va affecter le processus de traitement d'un stimulus, d'une information qui est neutre? Donc, bon, toujours les étudiants de Lyon 2, les mêmes stimuli qu'avant. Donc, on a repris notre matériel dans l'expérience 1. Et puis,
Simplement, ce qu'on a changé, c'est le traitement. Et on a demandé à nos participants de faire un jugement émotionnel sur les images. Et on leur a donné des échelles, des Likert, dans lesquelles on a proposé très neutre, moyennement neutre, neutre, négatif, moyennement négatif et négatif pour avoir une graduation dans le jugement. Ça nous intéressait pas tellement ce que les gens vont dire, mais on voulait vraiment qu'ils se concentrent là-dessus. Pour les résultats, en ce qui concerne le maintien, alors le plus simple, donc ici vous avez toutes les performances de chaque participant et on va se focaliser là-dessus. On voit que lorsque on a nos images, ah pardon, c'est le maintien, je inversais mes figures. Pour le maintien, donc on a les performances toujours moins bonnes dans la mémoire de travail lorsque les images sont négatives. Donc on confirme ce qu'on a vu dans l'étude 1. Et puis, pour le traitement, pareil, on voit que le traitement, donc la décision, est-ce que c'est négatif, pas négatif, plus ou moins, est plus lent lorsque les images sont réellement négatives que les images sont neutres. Donc, de décider que quelque chose est négatif, ça prend plus de temps que décider que quelque chose est neutre. Et donc, l'autre partie, expérience 2 pour cette étude, donc on va, dans ce modèle TBRS, je le rappelle, faire l'hypothèse qu'on partage un même pool de ressources. Et donc, nous avons fait l'hypothèse que si ces deux composantes utilisent les mêmes ressources, alors on devrait avoir des effets en mémoire de travail, des émotions qui perturbent le traitement de l'information neutre lorsque ce qui est à maintenir est émotionnel. On a eu 29 étudiants de Lyon 2. Nos stimuli, c'est un tout petit peu différent ici, puisqu'on a les chiffres de 1 à 9. Pour notre tâche de traitement, je veux dire ce qu'ils ont fait dans un instant, les étudiants, pour ces chiffres-là. Et on avait plus d'images, 120 images, donc 60 négatifs et 60 neutres. Donc, pour le traitement, on a fait un jugement de parité. Donc, quand le chiffre apparaît, on va décider si c'est négatif, si c'est pair ou impair. Et pour le maintien, on a demandé de mémoriser les séries de 5 images. Alors, on n'était pas très sûr de cette tâche-là parce que les images, c'est quand même un peu plus complexe que les consonnes qu'on a présentées avant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit tous les noms des images qu'on présentait par la suite dans notre expérimentation. On les a mélangés avec d'autres mots et on les a présentés avant notre expérience à nos participants en se disant que s'ils cherchaient dans leur lexique, après, ça va faire une sorte d'amorce, en fait, pour faciliter cette tâche de dénomination et de rappel après des images. Donc, pareil, ici, c'est le même format d'expérimentation, sauf que ici, à la place de mettre la lettre, on met notre image. Pour le traitement, on met les chiffres, donc les gens décident pair, impair. Et pour être sûr, après, que les gens vraiment rappellent ça dont ils se souviennent, eh bien, on les a demandé de nommer et on les a enregistrés parce qu'on se disait, si par exemple, ils nous disent un autre mot, peut-être c'est ce qu'ils se sont dit dans la tête lorsqu'ils ont vu le stimulus, mais pour nous, c'est pas le bon mot, donc on voulait optimiser un peu ça. Et voilà les résultats. Pour le maintien, donc là encore, on a des effets qui sont des effets, mais différents, puisque cette fois-ci, c'est nos images qui sont soit émotionnelles, soit neutres, qui sont à maintenir, et on a un effet classique sur la mémoire d'augmentation de performance pour les stimuli émotionnels. Donc,
Les images négatives ont été mieux rappelées, les séries, qu'elle est neutre. Et puis, pour la tâche de traitement, on voit que cette tâche très simple de jugement de parité, elle est allongée lorsque, au niveau de temps d'exécution, lorsque ce qu'on doit maintenir est émotionnel. Donc, vraiment, on a des effets à la fois des émotions sur le maintien ici, classiques qu'on observe en mémoire épisodique. Et puis, on a un effet des émotions sur le traitement, puisque le traitement est rallongé. Donc, en conclusion à tout ça, c'est que l'information négative à traiter affecte le maintien de l'information neutre. L'information négative à maintenir affecte le traitement de l'information neutre. Et cela est en faveur de l'hypothèse que les émotions affectent les deux composantes de la mémoire des travail, le maintien et en particulier dans ce maintien, c'est le traitement donc de type rafraîchissement. Je vois que je suis à 60 minutes, donc je vais terminer. Bon, en faisant une petite conclusion, je vais aller sur ma... Vous n'allez pas entendre sur les stratégies. En conclusion générale, comme ça va vous donner une idée de ce que j'aurais raconté sur les stratégies. Donc, émotion influence la mémoire épisodique chez l'adulte et l'enfant à peu près de la même manière, en tout cas chez les tranches d'âge qu'on a étudiées, donc de 8 à 11 ans. Il y a plus d'effets sur le rappel que la reconnaissance et que cela peut être dû à ces mécanismes différents qui sont impliqués dans ces deux types de tâches, récollection et familiarité. L'effet donc est présent dès 8 ans. Il est modulé par la nature du stimulus parce qu'on peut avoir des petites différences en ce qui concerne cet effet de négativité entre les mots et images. Il y a aussi des effets qui sont différents pour la mémoire de l'item et la mémoire de contexte associative. Ceci est modulé par la nature du contexte langagier, verbal ou spatial. Et pour la mémoire de travail, on a des effets des émotions qui sont présents et vont affecter le processus de maintien et de traitement, les deux, en fonction de quelle information est émotionnelle, celle à maintenir ou celle à traiter. Et je vais vous dire ce que je ne vous ai pas raconté pour ces études qu'on a essayé de faire, là, que j'essaie de faire, pour laquelle j'ai eu un financement de l'Agence nationale de la recherche sur l'implication des stratégies mnésiques. On a fait une première expérimentation avec ma doctorante et nous sommes complètement dans le flou total puisqu'on n'a aucun effet nulle part. Donc, on est à la pêche des idées dans la littérature pour voir pourquoi nous n'avons pas du tout obtenu ces effets-là, mais quand je dis pas du tout, c'est-à-dire qu'on n'a même pas d'effet des émotions sur le maintien d'items alors qu'on aurait dû les avoir. Donc, on est un peu perdu. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce n'était pas trop dense. Peut-être juste revenir sur, tu présentes la notion de ces effets en fait de négativité, des expériences nous amène en fait qu'on aurait un effet. La question, c'est de savoir à la fois sur la mémoire épisodique et la mémoire de travail. Au niveau de la mémoire épisodique, on n'aurait comme pas tout à fait les mêmes effets entre si c'est mémoire de l'item ou mémoire du texte. Au niveau de la mémoire de travail, on aurait un effet plus global sur l'ensemble des processus. Dans une théorie un peu unifiée de la cognition et de l'impact des émotions sur la cognition, comment tu conceptualises un impact spécifique et un impact plus global? En fait, je pense que dans la mémoire de travail,
si tu essayes de voir avec la mémoire à long terme, tu vas être dans une mémoire à court terme. Et donc, il y a des travaux et des théories qui proposent que ça serait purement attentionnel. Et donc, ces mécanismes seraient, quand tu es dans une mémoire épisodique et tu testes quelqu'un à, je ne sais pas, 5 minutes après avoir présenté tes stimuli, certes, tu es en mémoire à long terme, mais tu n'as pas du tout eu des processus de consolidation, tu n'as pas eu une élaboration sur les informations qui sont post-stimulus où tu laisses le temps aux gens de faire. Donc, je pense que sur ces différences et les points communs, le point commun, ça serait pour la mémoire de travail et la mémoire épisodique, c'est les processus attentionnels qui finalement seraient les mêmes mécanismes en fait, parce que c'est le traitement de l'information qui est présente devant toi et ça serait dans la capture attentionnelle, ça serait dans la recherche, par exemple, de l'information, dans l'exploration de ton environnement, du stimulus. Et ça, c'est commun à la mémoire de travail et à la mémoire épisodique. Et ce qui est plus variable, c'est cette partie qui probablement est liée donc, soit à des choses très stratégiques dont je n'ai pas eu le temps de parler ici, quand on va utiliser des stratégies particulières pour chercher les informations mais sur une période un peu plus longue, soit c'est les processus de consolidation, je pense. Et ensuite, probablement aussi des stimuli, des processus de récupération, parce que je ne sais pas trop ça, mais je crois que lorsque tu es en mémoire épisodique, tu as quand même une élaboration, par exemple, sur les différents indices que tu peux utiliser pour récupérer de l'information et que c'est moins présent en mémoire de travail, en fait. C'est un peu attentionnel. D'ailleurs, cette théorie TBRS, c'est une théorie qui mise uniquement sur les processus attentionnels. Merci. D'autres questions? On va s'arrêter ici. Un grand merci à Anna d'être venue présenter ses travaux. Merci. Il y a une question. Oui.